Exactement 16h20. Nous avons avec nous en ligne le député du Bloc québécois, Stéphane Bergeron. Bon après-midi, Monsieur Bergeron. Bonjour, Comment ça va, Monsieur Bergeron? je vais très bien et vous? Oui, moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal, Monsieur Bergeron. Bon, Vous devriez être contagieux. absolument, Durant absolument. la pandémie, on invitait les gens à ne pas être contagieux, mais je pense que votre humeur et votre esprit positif manquent beaucoup au monde ces jours-ci. Absolument. Et au Parlement canadien, est-ce qu'on est en train de se contagier, tout le monde en même temps, d'être contagieux de plus en plus pour le dossier du Proche-Orient avec Israël, n'est-ce pas, qui a le support du Canada, un support inconditionnel, quoi que fasse Benjamin Netanyahou. Et là, on commence de plus en plus au Parlement à répandre l'idée que le parti au pouvoir devrait arrêter d'envoyer des armes durant cette guerre à Israël. Mais en effet, d'ailleurs, le régime qui régit les ventes d'armes du Canada à l'étranger stipule que les ventes d'armes doivent s'effectuer dans le respect des droits humains. Donc, techniquement, les pays qui sont récipiendaires des armes vendues par le Canada doivent faire la démonstration que les armes ne seront pas utilisées contre des civils. Et dans le cas présent, après près de 28 000, plus de 28 000 morts dans la bande de Gaza, principalement des femmes et des enfants, on a la preuve que des civils sont frappés par les armes israéliennes. Or, ce qui est assez troublant, c'est que pour l'année 2021, par exemple, durant toute l'année, le Canada a vendu des armes pour une valeur de 26 millions de dollars à Israël. Or, le média Maple a fait un relevé pour les mois d'octobre et novembre dernier. Et pour ces 2 seuls mois, le Canada a vendu pour 28,5 millions de dollars d'armes à Israël. Donc, on a vendu plus d'armes à Israël en 2 mois qu'on avait vendu durant toute l'année en 2021. Et c'est extrêmement préoccupant, surtout en cette période extrêmement meurtrière qui voit nombre de civils perdre la vie à Gaza. Alors, M. Bergeron, en réponse, on nous dit que les armes vendues ne sont pas des armes létales. C'est comme des armes juste pour jouer. Ben, je ne connais pas d'armes qui existent juste pour jouer. Il y a effectivement des armes qui n'ont pas pour objectif de tuer, mais entre vous et moi, si on vend à Israël des drones civils ou qu'on vend à Israël des lunettes de vision nocturne, c'est certainement pas pour aller faire une marche dans le bois, c'est véritablement pour identifier des gens qu'on veut descendre. Mm. Donc, c'est un euphémisme, quant à moi, de prétendre que les armes qu'on vend à Israël sont non létales, puisque l'objectif ultimement est effectivement de tuer des gens. Et donc, le Canada ne peut pas se soustraire à son régime au niveau des ventes d'armes et doit s'assurer que l'État d'Israël fasse la démonstration que les armes qu'on lui vend ne serviront pas à tuer des civils. Jusqu'à présent, la preuve est faite que les armes israéliennes, qui sont de provenance non seulement d'Israël, mais d'un peu partout en Occident, que les armes israéliennes tuent des civils. Et vraisemblablement que des armes canadiennes auront contribué à une partie de ces décès. Et c'est donc extrêmement troublant. Comme vous le savez, la position canadienne et des partis politiques canadiens a beaucoup évolué. Évidemment, dans les jours qui ont suivi le massacre absolument ignoble du 7 octobre dernier, il y avait un niveau de solidarité à l'égard d'Israël qui était assez élevé dans la communauté internationale, tous et toutes reconnaissant à Israël le droit de se défendre. Mais on a rapidement mis un bémol sur ce droit à se défendre. Ça devait se faire dans le respect du droit international, notamment du droit des populations civiles. Et jusqu'à présent, les droits des populations civiles de la bande de Gaza n'ont cessé d'être violés
des déplacements de population, des tueries inimaginables. On parle de plus de 28 000 personnes en l'espace de quelques semaines. C'est un nombre de morts plus élevé en termes de proportion qu'à peu près tous les conflits qui ont eu lieu depuis les dernières décennies, en termes d'ampleur pour une si courte période de temps. C'est véritablement une hécatombe. Et ce qui a amené les formations politiques et le gouvernement canadien à cheminer rapidement vers l'idée d'un cessez-le-feu. Le Bloc québécois, pour sa part, a demandé un cessez-le-feu assorti de la mise en place d'une force internationale d'interposition, puisqu'on ne peut pas s'imaginer que sans une force internationale d'interposition, Israël acceptera de se retirer. Puis on peut pas avoir l'assurance non plus que si Israël devait se retirer, le Hamas n'en profiterait pas pour bombarder à nouveau le sud d'Israël. Donc, il faut pouvoir polisser, si vous me permettez l'expression, ce retrait éventuellement, ce cessez-le-feu, qui est absolument indispensable pour acheminer dans la bande de Gaza l'aide internationale qui est si nécessaire, qui est en fait plus nécessaire que jamais, déjà avant même les événements faisant suite aux attentats du 7 octobre. La bande de Gaza était extrêmement dépendante de l'aide internationale et cette aide internationale est maintenant devenue critique, mais parvient difficilement à être acheminée aux gens qui doivent en bénéficier, compte tenu des règles très strictes établies par Israël. Donc, mais Monsieur Bergeron, oui, on constate effectivement qu'il y a un effort qui se fait et surtout cette prise de position collective des partis d'opposition a demandé qu'il y ait quelque chose que surtout le Canada arrête de vendre des armes à Israël, surtout en cette période de guerre. Mais parallèlement, le Canada a suspendu son aide à l'agence qui soutient la bande de Gaza, les Palestiniens de la bande de Gaza, sous prétexte que c'est un repère de bandits contre Israël. Ça va vraiment dans l'aide de sens, mais dans l'aide de sens contre les Arabes. Ben, vous avez tout à fait raison de le signaler. Nous avons réagi à cette décision du gouvernement fédéral en disant que c'était probablement le pire moment de l'histoire pour retirer le financement à l'UNRWA, puisque l'UNRWA est probablement l'agence la mieux placée sur le terrain pour, d'une part, être en mesure d'acheminer l'aide internationale aux populations qui en ont besoin. Et c'est l'agence internationale qui a la connaissance la plus approfondie de la réalité sur le terrain. C'est probablement l'agence sur le plan international qui est le mieux enracinée dans la bande de Gaza et dans le reste de la Palestine. Maintenant, est-ce que les allégations avancées par Israël, qu'Israël n'a jamais étayées par des preuves concrètes, mais qui ont été malgré tout, ces allégations ont été avalisées par l'ONU. Donc, ces allégations sont extrêmement sérieuses et méritent effectivement qu'on s'y penche, puisqu'on ne peut tolérer que des fonctionnaires d'une agence internationale contribuent à des activités terroristes. Cela dit, on parle d'un nombre très restreint de personnes, moins d'une dizaine de personnes, et on pénalise toute une organisation qui a à peu près 30 000 employés pour quelques pommes pourrites, et surtout, on pénalise l'ensemble du peuple palestinien qui est déjà aux prises avec une crise humanitaire absolument incroyable, sans précédent. Et on lui dit en plus, l'agence qui était la mieux placée pour vous acheminer le peu d'aide humanitaire qui parvient à passer, on la prive des ressources qui vont lui permettre de bien faire son travail. Donc c'est comme si on ajoutait au malheur du peuple palestinien. Comprenez-moi bien, les allégations sont extrêmement sérieuses et méritent qu'on s'y penche, méritent assurément, si elles s'avèrent fondées, mérite des mesures de représailles, mérite des sanctions. Cela dit, avant que la chose soit démontrée, je pense qu'il était tout à fait déraisonnable de couper le financement à l'UNRWA.
Mais maintenant, pour terminer, Monsieur Bergeron, on constate que le Canada ne marche pas seul dans ce support à Israël, marche de pair avec les États-Unis. Et est-ce que vous pensez, moi je regarde tel que les demandes se présentent devant le gouvernement, probablement qu'il n'aura pas le choix, n'est-ce pas, que de se plier à moins de s'attendre à ce qu'il y ait un changement de gouvernement, n'est-ce pas? Ça va s'arranger, mais est-ce que le Canada peut, de manière autonome, décider sans la dictée des États-Unis dans ce dossier, pensez-vous? Vous soulevez un point très important, d'abord deux points très importants. Le premier, c'est l'espèce de cercle vicieux dans lequel on est engagé. C'est-à-dire que le gouvernement Netanyahou sait que sa survie dépend de la poursuite de la guerre. Le gouvernement Netanyahou, après la guerre, aura de sérieux comptes à rendre à la population israélienne, puisqu'on a fait croire aux Israéliens que le simple fait de créer une espèce de cordon sanitaire autour d'Israël devait lui assurer la sécurité. On a bien vu que ce n'était pas le cas. Donc, il y a des réponses à donner. Et le gouvernement Netanyahou sait très bien que la seule façon de pouvoir se maintenir en poste, c'est de poursuivre la guerre. Donc, on a des va-t-en-guerre qui sont en poste en Israël et ils poursuivent leur offensive parce qu'ils veulent demeurer au pouvoir, parce qu'ils savent qu'ils auront des réponses à donner une fois la guerre terminée. La deuxième chose que vous soulevez, qui est également un point très important, c'est que le Canada tout seul peut difficilement faire la différence. Il faut qu'il y ait une action concertée de l'ensemble des États. Vous avez eu une déclaration conjointe, par exemple, cette semaine de la part du premier ministre canadien et des premiers ministres de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande appelant au cessez-le-feu. Vous avez eu des déclarations de la part du président américain lors de la visite du prince Abdallah de Jordanie à Washington qui disait que Israël doit donner des assurances, des garanties quant à la protection des civils. Donc, il y a de plus en plus des voix discordantes. Je pense qu'Israël a dilapidé, si je puis dire, le capital de sympathie extraordinaire qu'elle avait obtenu dans la communauté internationale suite aux attaques sauvages du Hamas le 7 octobre dernier, mais que par son attitude totalement déraisonnable à l'égard des populations gazaouis, qui est en train de s'effriter dans la communauté internationale. Et vous avez raison, il faut qu'il y ait des prises de position communes pour forcer Israël à faire preuve davantage de retenue et éventuellement à s'asseoir à une table de négociation pour mettre un terme à ce massacre. Monsieur Bergeron, Stéphane Bergeron, député du Bloc québécois, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler de ce dossier extrêmement important et on va continuer à vous suivre. Le travail à la Chambre des communes est extrêmement important pour marquer la position du Canada et donc le comportement de tous les Canadiens, pas vrai? Tout à fait. On continue à débattre entre nous de ce qui se passe là-bas. Comme vous le savez, les points de vue sont très tranchés de part et d'autre. Il y a des gens qui supportent davantage le point de vue d'Israël, d'autres qui supportent davantage le point de vue palestinien. Mais c'est là qu'on doit réaliser que tant qu'il n'y aura pas de paix dans la région, tant les Palestiniens que les Israéliens continueront de devoir vivre dans un état de guerre permanent. Et ce n'est pas sain pour deux peuples voisins de vivre dans cet état de guerre permanent, raison pour laquelle il faut absolument commencer à semer vers l'établissement d'une paix durable dans la région. Et c'est sûr que j'aurais tendance à vous dire que même si Israël parvenait à trouver toutes les caches du Hamas, à détruire toutes les armes du Hamas, à emprisonner, à faire prisonnier l'ensemble des chefs du Hamas, ce qui risque pas d'arriver puisque probablement plusieurs chefs du Hamas qui sont au Qatar ou au Liban présentement. Mais même si Israël y parvenait, on ne parviendrait pas à tuer l'idée du Hamas parce que le niveau de ressentiment chez les Palestiniens est tellement élevé à l'égard de ce qui se passe présentement que on ne fait que semer de nouveaux Hamas en agissant de la sorte à l'égard d'un peuple à peu près sans défense, si on exclut évidemment le groupe terroriste qui est le Hamas. Donc, je pense qu'Israël ne sert pas sa cause en agissant de la sorte.
et qu'il faut commencer tout de suite à semer en faveur de la paix. Et d'ailleurs, si cette situation-là est parvenue au point où elle est rendue, je pense que tous les acteurs dans le monde ont quelque chose à se reprocher, hein, parce qu'on n'a jamais, sous prétexte qu'on permet tout, on est des alliés inconditionnels et de toujours avec Israël, mais on oublie qu'il y a un autre peuple à côté qui souffre. Effectivement, il est grand temps, c'est peut-être la chose positive dans toute cette guerre meurtrière, que l'on prenne conscience qu'il faut une situation, la réalisation de l'État palestinien à côté de l'État d'Israël, pas vrai? Vous avez tout à fait raison, et d'ailleurs, les Occidentaux ont un déficit de crédibilité lorsque, s'agissant d'Ukraine, on apporte tout notre support à l'Ukraine en vertu du respect du droit international, de l'état de droit, et qu'on continue de fermer les yeux sur les violations du droit international commises par Israël depuis 1967. De façon répétée, la communauté internationale, à travers des résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, a répété le fait a signalé à Israël le fait qu'il y avait des violations du droit international par cette occupation qui se poursuit depuis autant de temps, la colonisation, la destruction de maisons, les expulsions de familles palestiniennes. Il y a là toute une série de violations et l'Occident ferme les yeux. Mais j'aime à penser que tout comme il y a eu un après 11 septembre, un avant et un après 11 septembre, il y aura un avant et un après 7 octobre et que la communauté internationale ne pourra continuer à demeurer à faire preuve de mutisme à l'égard de ce qui se passe dans la région et qu'on devra véritablement, pour la toute première fois, se mettre à la table pour en arriver à une véritable solution qui va permettre l'établissement d'une paix durable dans la région. Merci beaucoup, Monsieur Stéphane Bergeron, député du Bloc québécois. Merci d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi. C'est un plaisir. À une prochaine. Une prochaine, au revoir. Au revoir.